Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre, on va parler des sorties d'octobre 2016 pour Briscard. Et on avait été prévenu, il y aurait donc un colosse mercenaire qui est Kotalos. Des photos avaient été déjà diffusées avant la sortie officielle. Et nous avons également un personnage Maok que je vais me faire un plaisir de décortiquer avec vous. On va quand même commencer par le colosse à toute grandeur, tout honneur. Kotalos, le colosse mercenaire, ça va permettre à tout le monde de jouer un colosse, et ça c'est une très bonne idée de la part de TGCM d'avoir sorti ce colosse mercenaire. Qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce que c'est, etc. D'ores et déjà la figurine est, je trouve que la figurine est assez géniale. Ce grand dadais avec ce regard bovin qui se demande ce qu'il a dans la main. C'est très très bien. Sculpture et peinture d'Emmanuel Pontier. Une réussite une fois de plus, je trouve. Il rend très très bien. Petite information cependant, je tiens à le dire ici aussi. Le tonneau et le seau qui sont sur le socle ne sont pas fournis avec la figurine. Vous pouvez les acheter séparément sur la boutique TGCM, mais ils ne sont pas dedans. Donc ne vous étonnez pas de ne pas les retrouver. Je vous invite également à aller sur le site de TGCM sous Kotalos pour lire son historique, un petit historique, que ce grand dadais s'est fait larguer et que du coup il a sombré dans l'alcoolisme le plus profond. Et c'est assez génial. Je suis assez fan de ce personnage. Pour ceux qui suivent un peu les tronches de vie, il y a des chances que vous le retrouviez une fois dans la taverne, parce que j'ai un fort penchant pour les tavernes et leur ambiance ébriétique. Enfin bref, figurine que je trouve vraiment bien. On va passer au profil. Donc Kotalos 185 points. Rappelons quand même que le premier colosse qui est Karkaros vaut 210 points. Et on va un petit peu regarder qu'est-ce que vaut Kotalos. C8, Dex 5, Force 7, Mental 1, Agressivité 2, 4 de mouvement, 9 PA, 38 points de vie. Et on voit qu'il est sujet au test de morale s'il est dans les cases de couleur de ses PV. Donc pour l'instant, un colosse costaud, relativement puissant. J'imagine que c'est parce qu'il est complètement caisse que son mental est de 1. Mais une bonne dextérité, ça fait plaisir. Avec une excellente constitution et une force qui est tout à fait agréable. Agressivité, pardon. Agressivité 2, c'est une agressivité qui est similaire à celle de Karkaros. C'est une agressivité qui est relativement basse par rapport aux autres colosses qui sont présentés dans le livre de la saison 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Arme rapière, ça coûte 1 PA. What? 1 PA, 5 dégâts. La défense s'effectue à 2 dés de base contre cette attaque. Voilà, donc premier truc un peu bizarre. La rapière qui peut taper plein de fois, donc vous payez 1 PA pour taper avec, c'est très bien. Elle occasionne 5 dégâts. C'est un petit peu dommage parce qu'avec sa force de 7, on aurait pu penser plus, mais c'est pas le problème. Et surtout, la défense s'effectue à 2 dés de base. Et ça, c'est un peu handicapant, je dirais. Puisque notre ami, malgré le fait qu'il commence à 14 avec sa force x2, les 2 dés, c'est carrément 3 PA d'économiser pour votre adversaire quand il va devoir défendre. En soi, c'est pas trop grave. Je m'explique. La rapière, on peut taper plein de fois. Ça veut dire que pour 1 PA, on peut taper techniquement 9 fois. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où on peut taper. Et du coup, ça peut vraiment spammer, ce qui est important. Même si la défense se fait à 2 dés, à un moment donné, vous allez quand même avoir un gros avantage, puisque la plupart des C, en fait, de la plupart des petits briscards, si je puis dire, ça va être 3, 4, 5. Après, évidemment, il y en a des plus gros. Mais lui, il démarre à 14. La moyenne des dés, c'est 5,5. Donc, ça veut dire 11 plus 3, 4, 5. Ça va quand même passablement se jouer au dé. Ce n'est pas si problématique que ça. Vous risquez quand même de passer des attaques de temps en temps. Et si vous tombez sur du plus gros, rien ne vous empêche de faire cette merveilleuse botte que nous avons après qui s'appelle Never. 2 des 10 dégâts, ça pique vraiment. Si la cible a une armure, son seuil augmente de 3. Sinon, subit 2 dégâts supplémentaires, donc c'est pas dégueulasse. 2 des 10, ça peut faire très très mal. Évidemment, c'est une botte, donc vous allez claquer 3 PA. Il commence un petit peu moins haut, mais votre adversaire, lui, n'a pas les 2 dés automatiques pour défendre.
Jusque-là, je trouve que c'est un colosse qui est intéressant sur sa carte de profil. Évidemment, il ne faut pas oublier que les colosses ont des actions bien spécifiques qui leur sont propres, que vous trouvez dans le livre de saison 2. Ils peuvent ceinturer un briscard par main, ils peuvent le balancer, etc. Donc, ne pas oublier ces petites choses-là. Alors, ensuite, les règles spéciales. Ébriété permanente, quelle que soit l'action entreprise, échec critique et réussite critique sont inversés, sauf morale. Et ça, c'est une putain de compétence qui lui tire 2 balles dans le peton. Je m'explique. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, si vous faites un 10, c'est un échec critique, si vous faites un 1, c'est une réussite critique. Jusque-là, bon. Mais il faut aussi vous dire que quand vous allez relancer le dé, c'est que sur des 1. Donc vous pouvez enchaîner les réussites critiques. Si vous faites 3 réussites critiques, ça vous fera qu'un plus 3. Les autres briscards, s'ils font 3 réussites critiques, c'est un plus 30 quand même. Enfin bref, je trouve que c'est une compétence qui est... Alors elle est hyper fun. Elle représente bien le personnage qui fait un peu n'importe quoi parce qu'il est complètement saoul. Par contre, je trouve que c'est très pénalisant au niveau de l'efficacité de la figurine. Du coup, c'est un petit peu... je veux dire, c'est un petit peu problématique. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Au niveau efficacité, ça va lui mettre une grosse épine dans le pied. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est un colosse. On n'a pas encore exactement toutes les portées du fait de jouer avec des colosses. Mais je pense que même comme ça va être un petit peu compliqué. Pour lui de vraiment briller par des exploits énormes. Enfin, je pense que si quelqu'un se vante d'avoir fait un score de 42 avec Kotalos sur un jet de dés, c'est qu'il a vraiment enchaîné une trentaine de 10 d'affilée. Et là, ça vaut la peine. Mais voilà. Cuir épais réduit de 1 les dégâts de saignement, ça c'est toujours très agréable. Spécial, lui et ses alliés au contact peuvent utiliser du rhum une fois par tour. Et ça, c'est très 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 fort. Il faut être au contact de lui, mais lui de son côté, même s'il a entre guillemets que 9 de morale, du coup il peut quand même rejeter son dé. Et à chaque tour, vous décidez d'utiliser le rhum parce que vous pouvez, c'est gratos, c'est tout bénef, c'est le pied. Donc, bilan en fait de cette sortie-là, je dirais que je suis entre guillemets... Alors, très satisfait de la figurine, très satisfait de l'historique, très satisfait de plein de choses. La rapière ne me dérange pas plus que ça. Et au pire, si vous voulez pas taper avec la rapière, ben ma foi, vous tapez au point. Ça, votre adversaire, il a pas les 2 dés de base. Vous pourrez taper moins, mais au moins vous allez passer sans doute un peu plus vos attaques. Le seul point noir que je vois, enfin très bonne botte, après je continue, hein, très bonne botte. Cuir épais très bien, le spécial parfait. Le seul point noir que je vois pour cette figurine, c'est vraiment l'ébriété permanente, qui, bien que très drôle et hyper fluff, va l'amputer d'un potentiel offensif qui va être assez conséquent. Ou défensif même, je dirais, enfin un potentiel quoi que ce soit. Du coup, je pense qu'on va le voir pas mal sur des tables pour tester justement les colosses, mais je pense que quand d'autres colosses seront sortis, notamment le deuxième mercenaire, si de mémoire je me rappelle bien, il s'appelle Minos, là on va peut-être changer pour justement avoir plus de punch. Parce qu'il ne faut pas oublier que les réussites critiques, ça marche également sur les défenses. Donc si votre adversaire, il fait simplement, je sais pas moi, il fait 18 d'attaque, vous n'avez que votre constit pour défendre, même si vous n'avez pas, si vous avez d'autres options. Si vous faites un 10, c'est un échec critique, donc vous ratez. Donc il va falloir faire un 1, puis un 9. Enfin, ça va être compliqué pour lui sauver les fesses sur plein de choses. Et je pense qu'il va falloir jouer ce colosse avec beaucoup de soutien sur les côtés pour essayer justement de diminuer entre guillemets l'ébriété permanente en lui donnant des bonus de supériorité numérique, etc., etc. Après, en tant que colosse, effectivement, il a plein d'avantages à être grand. Il a l'agressivité qui se rajoute à pas mal de jets.
Il a l'utilisation de certaines compétences spéciales réservées aux colosses et aux créatures imposantes, et ça va du coup lui donner une menace, enfin ça va faire de lui une menace. Seulement c'est une menace qui va être, à mon avis, beaucoup moins impressionnante qu'un Carcaros qui, lui, ne souffre pas de cette inversion de réussite critique et d'échec critique. Alors, gros kiff sur la figurine, gros kiff sur le profil. Par contre, effectivement, niveau, si je dois m'abaisser c'est pas très gentil pour les gens qui font que du tournoi, mais si je dois parler uniquement efficacité pure, à mon avis, il a une grosse épine dans le pied et ça va pas le faire. Enfin, en tout cas, au début, ça le fera sans doute parce que c'est que le deuxième colosse. Mais ça va pas le faire beaucoup plus, je pense, plus tard. Par contre, on risque de le voir sur plein de parties fun parce qu'il va donner vraiment des trucs super drôles. Et je pense qu'il va donner quelque chose, mais en partie fun. En tournoi avec colosse, je pense pas qu'on va le voir souvent. Sauf si, évidemment, il y a quelque chose que j'aurais raté. Notamment, je pense principalement à la magie. Actuellement, ce n'est pas impossible qu'il y ait un sort qui lui permette d'inverser les échecs critiques et les réussites critiques dans le domaine, je me souviens plus du nom du domaine, le domaine avec le symbole c'est le D. Je sais pas s'il y a un sort qui fait la même chose, donc du coup là il deviendrait vraiment terrifiant, mais autrement je pense que ça va être un colosse, ça va être quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, mais il y a tout à fait moyen de le gérer. On va passer au Maok qui est Tie Yang, j'espère que je n'écorche pas son nom. Une figurine dont je ne m'attendais pas du tout à voir la frimousse en fait. Je m'attendais plutôt à un personnage ichtien, vu que Carcaros n'est pas un personnage. Et du coup, je suis très content d'avoir un Maok à me mettre sous là-dedans. Alors, la première fois que je l'ai vu au niveau de la figurine, donc figurine peinte et sculptée par William Mordefroy, c'est une figurine qui m'a fait un peu bizarre parce que la photo que j'ai vue était faite de façon à ce que certaines perspectives soient un petit peu étranges. Et puis en l'observant de plus près, eh bien, je ne peux qu'être tout à fait enthousiaste à l'idée de peindre ce guépard, bien que la tête soit un peu aplati je trouve, mais sinon le reste, la pose est hyper sympa, version salut, t'as vu mon gros marteau, j'ai un tablier de cuir, je vais te maraver la tronche. On sent que c'est pas un combattant, on sent déjà que il va sans doute pouvoir mettre des grands coups de marteau, mais qu'il aura sans doute plutôt un rôle de soutien ou de support, ou alors artillerie, et ça c'est très bien. Pour aller avec le canon que l'on peut engager chez les Maok. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a avec ce profil? Eh bien, c'est un profil qui est, à mon avis, excellent. Déjà, il vaut 63 points. Pour 63 points, qu'est-ce qu'on a? Constitue 4, Dex 4, Force 4, Mental 2, Mouvement 4. C'est parfait. C'est un profil tout à fait équilibré, standard. Le mental est à mon avis un petit peu bas, mais c'est pas grave, pour ce prix-là, on peut bien avoir un mental de 2. 8 PA, très bien, on garde les PA. 26 PV aussi, ça c'est très agréable pour une figurine de ce prix. Il a une armure, alors c'est 0,72, le 7 est un petit peu haut, mais c'est pas grave non plus. En même temps, son armure c'est un tablier de cuir et un short, donc vous imaginez bien que ça va pas le couvrir à fond. Et le 2 est toujours agréable, hein, si on passe l'armure, moins 2 de dégâts, c'est toujours bien. En plus de toutes les spécificités dues aux armures, c'est-à-dire si vous faites une réussite critique, vous n'avez pas les dégâts par les critiques, etc. etc. C'est très bien. L'armure a 6 points de vie, ça aussi c'est très bien. Son arme, un lang, donc un marteau à deux mains, qui fait 6 dégâts, c'est astronomique. Pour une figurine de ce prix-là, je trouve que c'est énorme. En plus, ça coûte pas plus cher de taper avec, vous pouvez mettre 4 pains avec 6 dégâts, c'est vraiment très bon. Sa force de 4 lui permet de taper tout à fait correctement et ses dégâts vont faire de lui une menace même pour les brissiards les plus endurants. Et il a 3 compétences spéciales que je surkiffe. Rafistolage, ça coûte 2 PA, c'est du 6+. Il répare 2 cases d'une armure au choix, sauf si elle est complètement détruite. Alors, ça va être très très utile pour lui, puisque il possède déjà une armure, donc c'est le pied. Ça va être également très utile pour tout ce qui est lancière, Heibao et Yuanshu. Les autres, malheureusement, n'ont pas d'armure chez les Maok, mais vous pouvez leur en payer une si vous voulez. Mais c'est loin d'être dégueu comme petite compétence, et c'est vraiment utile.
je pense. Pour 2 PA, ça vaut la peine de tenter le coup. Sur 6+, vous réparez 2 cases d'armure, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est une compétence qui déjà, à mon avis, si on s'arrêtait là, justifierait le coût de 63 PO qu'il a. Donc je suis content qu'il en ait encore 2 autres. Affûtage. Au début de la partie, il peut tenter d'affûter une arme tranchante d'un allié. Sur 7+, elle provoquera le saignement pendant un des 5 tours. Ça aussi, ça, c'est une excellente compétence. Évidemment, c'est sur du 7+. Alors bon, vous l'aurez pas forcément souvent, mais quand vous l'aurez, vous serez très content. Ça donne le saignement pendant un des 5 tours. Alors bon, vous passez déjà le 7+, c'est pas mal. Ensuite, vous tirez un dé, vous faites un tour. Souvent, le premier tour, vous aurez un peu de mal à être au corps à corps de façon efficace. Mais en attendant, si ça passe et c'est très bien. De même que, attention avec cette compétence, parce que justement, si vous vous dites, merde, j'ai le saignement pendant un tour, il faut que je rentabilise. Parfois, vous serez peut-être un peu trop empressé à vouloir rentabiliser cette compétence. Donc, faites attention à ne pas trop aller vite en besogne et à vous mettre dans des situations où ça va être compliqué. La plupart des Maoks sont quand même relativement chers et du coup ce serait quand même dommage que vous en perdiez un parce que vous avez été un petit peu trop rapide et avez chargé l'ennemi trop rapidement. Alors ce qu'on pourrait dire qui est dommage, c'est qu'il ne peut pas l'utiliser sur son marteau parce que ce n'est pas une arme tranchante. Les armes tranchantes chez les Maoks, eh bien, Yuanshu, Eibao, les lancières, ou en acheter une. Voilà. Je vois que c'est tout. Les autres, ce sont des griffes et autres. Alors, je ne sais pas si on peut mettre ça sur une griffe. Moi, je ne pense pas, puisque ce n'est pas considéré comme une arme tranchante à proprement parler. Comme les pandas ou autres. Donc, je ne sais pas vraiment. Je ne pense pas que ce soit les armes naturelles. Mais après, si vous engagez un mercenaire chez les Maoks, il peut bénéficier de ça également. Et puis, il a Pao Bing. Alors, c'est une compétence en fait qui le limite à 1, sauf si vous en prenez... sauf s'il y en a plusieurs. Mais pour en prendre plusieurs, il faut qu'ils soient chacun un servant d'artillerie. Du coup, ça va en fait un peu vous amputer votre stratégie. Parce que si vous devez prendre 2 canons pour avoir 2 Tieyang, je pense qu'actuellement à 400 PA, ce n'est pas vraiment rentable. Ça fait par contre un excellent servant d'artillerie. Il est relativement fort quand même et il peut protéger le canon contre la plupart des menaces que l'on peut trouver. Donc c'est une très bonne chose. Je pense qu'il va... de toute façon, je vais en prendre un, faut pas déconner. Mais je pense qu'il va très souvent servir en fait comme allié pour Eibao Yuanshu. Je suis pas particulièrement familier de l'artillerie, mais du coup avec un personnage comme ça qui va me permettre d'avoir un canon qui sera défendu tout à fait correctement, on va sans doute, je vais sans doute le sortir un peu plus souvent. Je pense qu'en campagne, il va être hyper utile. Un canon en campagne, c'est jamais dégueulasse. Et je pense que dans le format de campagne où il peut prendre des XP, apprendre des nouvelles compétences et autres, il va être vraiment très bien. Il va avoir un impact qui va vraiment être très intéressant. Ses statistiques sont tout à fait bonnes pour son prix. Alors effectivement, il n'a pas 7 quelque part, etc. Mais les dégâts qu'il occasionne avec son arme et sa force de 4, sa concile de 4, sa dex de 4... Enfin, moi, j'aime énormément ce nouveau personnage Maok. J'aime énormément ce profil. Il est très intéressant. Il permet du soutien et un vrai soutien. Dans Briscard, c'est assez rare les figurines qui offrent un réel soutien sans passer par la case magie. J'entends bien. Et là, c'est un soutien qui est vraiment pas négligeable parce qu'il permet de donner saignement. Alors, ce sera pas tout le temps, comme dit, mais surtout, il peut vous réparer vos armures. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais encore été vu. Aucune figurine ne peut réparer une armure. Je crois... Je suis même pas sûr. Je crois qu'il y a un truc avec la magie où... il y a peut-être moyen magiquement de réparer une armure ou c'est de les endommager plus, je ne sais plus, bref. Mais sans passer par la magie, ça, c'est pas faisable.
Et peut-être même avec la magie, en fait, c'est pas faisable. J'ai pas la liste des sorts en tête, en fait. Donc Graphistolage, c'est vraiment une compétence qui vaut la peine d'être prise. Évidemment, si vous jouez sans armure, bah, il a déjà sa propre armure à lui, donc voilà, c'est pas dégueulasse. Mais c'est clair que cette compétence-là ne vous servira pas énormément plus. À noter que ça doit sans doute être un des personnages les plus armurés chez les Maoks, puisqu'il me semble que les lancières ont 4 PV sur leurs armures, et c'est 1, 6, 2... je crois. Tandis que les deux chefs Maok, donc Eibao et Yuanshu, ont quelque chose comme 1-6-3 de mémoire. Je suis pas sûr que ce soit juste. Mais c'est un personnage qui a la capacité de résister pas mal à des adversaires qui ont l'air plus impressionnants que lui. Donc je pense que pour 63 points, c'est un investissement qui va être souvent fait dans les parties Maok. Et c'est un profil que j'aime énormément. Alors voilà pour les 2 sorties qu'on a eues ce mois-ci. C'est des sorties qui sont, à mon sens, bonnes, excepté le point noir de Kotalos. Mais ça, c'est pas grave, on va bien rigoler avec de toute façon. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis, si j'ai dit des bêtises ou tout ce que vous avez envie de dire à propos de ces profils. D'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés de tout type soient avec vous.